Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste et vous publiez le livre dont tout le monde parle, Le suicide français chez Albin Michel. Une fresque où vous convoquez la culture, l'économie, la politique, le sexe, le sport pour expliquer le déclin français, où vous dénoncez nos élites politiques, administratives, intellectuelles, médiatiques. Vous avez raison, vous en faites partie, j'en fais partie. Absolument. Qui s'emploie depuis 40 ans à transformer le système et à pervertir les valeurs, à défaire la France. Vous dénoncez la féminisation de la société, source de tous nos maux ou presque, la fin de l'identité française à cause de mai 68, de Simone Veil, d'SOS Racisme, la soumission de la France aux dictats européens. Beaucoup de sujets, évidemment, avec une vision, votre vision, celle qu'on connaît, et ça marche très bien. Vous dites la France se meurt, la France est morte, nos élites crachent sur sa tombe et piétinent son cadavre fumant. Et les Français, ils achètent 5000 exemplaires par jour depuis quelques jours. Quel est votre sentiment? Comment vous le vivez-vous? Écoutez, je le vis comme d'abord comme un plébiscite des idées que je défends, des convictions que j'ai, du diagnostic que je pose. Je le vis aussi comme une confirmation de mon observation, de mes analyses depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense depuis des années que le peuple français, dans son tréfonds, est effaré par le cours que prend son pays. Et que il se dit, mais pourquoi meurt-on? Pourquoi se suicide-t-on? C'est des expressions qu'on entend. Il ne reconnaît plus la France. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que profondément, le peuple français ne reconnaît plus la France et se dit, mais pourquoi on nous a fait ça? Est-ce que du coup, ce succès qui commence, mais bon, qui existe, j'ai envie de dire, vous avez un fan club, est-ce que ça ne vous rend pas otage d'une certaine provocation, d'une surenchère permanente, parce que il faut toujours en donner plus, il faut répondre à ses attentes. Mais je vous assure, il n'y a aucune provocation dans ce livre. En tout cas, je ne l'ai jamais conçu comme ça. Ça peut être reçu comme ça je comprends. Mais je ne l'ai jamais conçu comme une provocation. Je ne fais pas de provocation. Vous savez, j'ai un ami éditeur et historien qui m'a dit c'est un voyage à travers l'âme de la France. C'est ça que j'ai voulu. C'est un voyage à travers l'âme malheureuse et désespéré de la France. C'est tout. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas d'otage de fan club. J'ai pas de fan club. Voilà, les gens qui m'achètent, c'est pas mon fan club. Vous voyez, ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre parce qu'ils ont la même intuition que moi. On va dans le mur en klaxonnant et ils veulent arrêter, c'est tout. Et très bien, on va en parler justement, mais à la lecture de certains passages du livre, pas de tous, il y a des passages sur lesquels beaucoup de gens peuvent absolument être d'accord et même penser la même chose, ou au contraire même vous être reconnaissant de poser la question. Mais il y en a d'autres où on se demande sincèrement si c'est pas vous qui allez dans le mur. Si c'est pas vous qui allez dans le mur en klaxonnant, justement, parce que on a le sentiment qu'il y a une sorte d'ivresse de la transgression. Vous savez, il n'y a aucune ivresse de la transgression. Il y a une angoisse de la destruction. Il y a je vois comme des millions de Français, je pense, la France que j'aime se liquéfier sous nos yeux effarés. Donc il n'y a aucune ivresse de la transgression, je vous assure. Il y a rien de tout ça. Je décris, vous savez, une époque, les 40 dernières années. J'essaye de distinguer historiquement les trois grandes périodes. Vous avez vu, 70-83, là c'est la destruction du vieux monde. 84-92, c'est l'arrivée des nouveaux pouvoirs, lobby, médiatiques, politiques, économiques, jusqu'à Maastricht. Et puis après, c'est depuis 93 les contradictions d'un système qui est en train d'exploser. C'est tout. Je vous assure qu'il n'y a rien. Alors après, vous avez raison, il y a des gens qui vont dire ça c'est une transgression insupportable. Je peux comprendre. Mais moi, je ne le vis pas comme ça. Moi, je le vis comme voilà, je vais vous expliquer pourquoi on en est là. Alors on va y revenir, mais seulement parlons de cette transgression insupportable qui est vécue comme telle. Laquelle? La plus grosse, celle dont on a déjà parlé, c'est est-ce que pour défendre, préserver l'identité française, la souveraineté française, vous êtes obligé de passer par la réhabilitation du maréchal Pétain. D'accord. Alors, je l'attendais, donc j'ai prévu... c'est normal, non, ça fait partie des vous avez tout à fait raison. Et elle est effectivement incontournable. C'est un mot qui est faux.
Je ne réhabilite pas le maréchal Pétain. Il n'y a pas besoin de moi. C'est pas moi qui vais réhabiliter le maréchal Pétain, moi tout seul. C'est ridicule. Bon, c'est pas mon objectif. C'est pas mon objectif de réhabiliter Vichy. Je vais vous expliquer en 2 mots et après je dirai pourquoi j'ai fait ça. J'ai lu, ça fait longtemps que, en fait, depuis le discours de Jacques Chirac en 95, disant que la France est responsable, je suis mécontent. Je suis comme feu Philippe Séguin, que j'admirais beaucoup, vous le savez, comme d'autres, Charles Pasqua, Marie-France Garot de l'époque, qui disaient que ce discours est un scandale car il nie le gaullisme. Parce que si Vichy, c'était la France, De Gaulle n'est qu'un général rebelle. Première chose. Deuxièmement, je me suis plongé là-dedans. J'avais lu quand j'étais adolescent le livre de Paxton. Robert Paxton, historien américain, qui écrit en 1973. Qui publie en 1973 ce fameux livre qui dit, en gros, contrairement à la Vulgate, c'est intéressant, des historiens français d'avant, hein, qui dit Vichy est coupable en tout, Vichy a tout fait mal, Vichy est le mal absolu. On en oublie presque, pas dans Paxton, mais après, qu'il y avait les Allemands et qu'il y avait les soldats allemands qui occupaient Paris. Quand je vois... Vous parlez aussi de Klarsfeld. Vous dites Paxton et Klarsfeld, finalement, d'une certaine façon, encouragent l'autoflagellation et la haine de la France. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire que vous êtes en train de partir d'un chiffre qui est tout à fait exact. 25% des Juifs français déportés en France, alors qu'en Hollande, ils étaient 75%, 50% en Belgique. Donc, mais de là à aller dire que le maréchal Pétain, pour préserver la souveraineté de la France, a sauvé des Juifs français, alors qu'il a écrit de sa main, annoté et durci le statut des Juifs qu'il a fait. Non, il y a un document de 2010. C'est très contesté. Mais il y a des témoignages de ministres. C'est pas ça l'important. Non, l'important, c'est que vous mettez au même plan les Juifs qui ont sauvé des Juifs et le maréchal Pétain qui aurait fait. C'est monstrueux. Pas du tout. Je vais vous expliquer. Si les Justes, comme le dit Klarsfeld, étaient les seuls responsables d'avoir sauvé les Juifs, il y aurait beaucoup moins de Juifs morts en Hollande, parce que dans les Pays-Bas, il y a eu beaucoup plus de Justes qu'en France. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible, et d'ailleurs c'est ce que le livre que j'ai cité samedi soir chez Ruquier, d'Alain Michel, qui explique, qui dit ce n'est pas possible avec seulement les Justes qu'on ait réussi à sauver non pas des Juifs français, mais quasiment tous les Juifs français. Et la réponse, elle est là, elle est simple. Les Inrocks sont allés chercher un grand historien, Serge Bernstein, que j'admire beaucoup, puisque j'ai appris dans ses livres pour rentrer à Sciences Po. Bien sûr. Donc Bernstein et Milza, pour moi, c'est comme Rocco Balusier, si vous voulez. Bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je ne suis pas historien, il a tout à fait raison, je n'ai jamais prétendu être historien. Et il dit, lorsque les Allemands demandent à Vichy de livrer les Juifs, la réplique est on ne va pas livrer des citoyens français. Et il cite ensuite Raoul Hilberg, vous savez, le grand spécialiste de l'extermination des Juifs, qui dit en renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. Mais c'est pas pour réhabiliter. Et pourquoi alors est-ce que vous c'est me pour dites rétablir ce soir, la réalité historique. Est-ce que vous voulez me dire ce soir, dans le contexte français, parce que Éric Zemmour, vous avez une responsabilité. Les mots qui s'écrivent sont entendus. Et on l'a dit quand je vous disais un fan club. Vous avez une responsabilité. Est-ce que vous dites d'abord et fondamentalement ce soir, Pétain, Vichy sont antisémites et le régime était injustifiable? Ah, le régime, le statut des Juifs était scandaleux. Le régime de Vichy était xénophobe et antisémite. Et c'est pour ça qu'on me dit je réhabilite Vichy, c'est grotesque. Je veux vous dire, je veux montrer la complexité de l'histoire. Mais ça, tout le monde vous suivra là-dessus. Bon. Et deux, je suis d'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que n'oubliez pas le propos de mon livre. C'est de montrer comment on a abîmé l'âme de la France. Oui. Quand on dit la France c'est Vichy et que Vichy c'est la France, quand on dit qu'est-ce qu'on a fait dans les années 80, à partir de la doxa Paxton, qu'est-ce qu'on a dit? Dès qu'on voulait renvoyer des étrangers en situation irrégulière, on a dit c'est comme les Juifs, c'est comme Vichy avec les Juifs. Il y a eu des acteurs qui sont venus en pantalon rayé à la gare pour dire quand on renvoie des sans-papiers, c'est comme les Juifs. Je veux dire par là que il faut donc n'oubliez pas l'objet de mon livre. Absolument. C'est un livre qui veut essayer de prendre la totalité de ce qui s'est passé depuis 40 ans. J'ai bien compris et je l'ai dit et je l'avais bien expliqué. Quand Paxton, j'ai relu Paxton pour ce livre. Paxton a deux ennemis. Je l'ai compris, je ne l'avais pas compris il y a 30 ans. Il a deux ennemis. Un, la souveraineté française. Il ridiculise Vichy d'avoir voulu sauvegarder la souveraineté française. Et deux,
l'assimilation. Il explique que si les Français étaient moins assimilationnistes, ils auraient été, entre guillemets, plus gentils avec les Juifs. Moi, je suis pour l'assimilation et je suis pour la souveraineté nationale française. Aujourd'hui, lorsque vous parlez ainsi, même si vous voulez le remettre dans ce contexte, on a le sentiment que vous défendez la préférence nationale vue par Pétain pour justifier la préférence nationale aujourd'hui en 2014. Mais je vous répète ce que j'ai dit déjà. Sans préférence nationale, la préférence nationale, ça veut dire qu'une nation existe. Si on n'a pas de préférence entre les nationaux... pour la justifier. Non, je vous ai dit pourquoi je passe par Pétain. Je passe pas par Pétain pour la préférence nationale, je passe par Pétain pour cette histoire d'étrangers, de Français, vous comprenez, et d'immigrés et d'étrangers. Pour savoir si on a le droit d'avoir une vraie politique d'immigration sans être immédiatement traité de nazi. C'est ça mon objectif. Et je pense que le livre de Paxton et surtout la doxa pastonienne, comme d'habitude qu'on s'est galvaudé. L'interprétation. Exactement. On en a fait une arme de guerre contre la souveraineté de la France et contre l'assimilation. Aujourd'hui, c'est ce que vous dites là-dessus, par exemple, peut être pris par des sites antisémites, par un Alain Soral, par... Est-ce que vous, dans le contexte, est-ce que vous ne prenez pas le risque, Éric Zemmour, vous, Français juifs, d'ouvrir la porte à un nouveau révisionnisme? Est-ce que vous ne le justifiez pas? Écoutez-moi. C'est très grave. Il faut arrêter de refaire la guerre d'il y a 70 ans. Vous savez, l'armée française était toujours brocardée parce qu'elle faisait la guerre qu'on venait de passer. Là, vous faites exactement la même chose. Il n'y a pas de danger antisémite d'extrême droite en France. Le danger antisémite, il vient d'ailleurs. Ce n'est pas l'extrême droite qui va dans la rue et qui crie mort aux juifs. Ce n'est pas l'extrême droite... à la manifestation du jour de honte, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas l'extrême droite qui va à Sarcelles casser du juif. Je suis désolé. C'est la jonction des deux dangers. Mais il n'y a aucune jonction. Il n'y a aucune jonction. Mais c'est pour faire plaisir aux médias. C'est rien du tout. Les foules qui crient mort aux juifs ne sont pas d'extrême droite. Hein. Excusez-moi. La manifestation du jour de colère, pour vous, lorsqu'il y a rencontre entre deux extrémismes, il ne vous inquiète pas. Non, parce que ce ne sont pas la rencontre de deux extrémismes. Il y a aujourd'hui un antisémitisme dans une partie de la population arabo-musulmane. Et ce sont eux qui vont casser du juif à Sarcelles. Ce n'est pas l'extrême droite pétainiste ou vichiste. Ils n'ont pas lu Maurras. Excusez-moi. Et lorsqu'Alain Soral ou Dieudonné multiplient les descriptions de personnalités des médias juives en les dénonçant, pour vous, c'est pas un danger, c'est pas un problème. Il y a une tentative, je ne parle pas de Dieudonné, mais c'est pareil. Parlons de Dieudonné si vous voulez. Non, mais c'est pas grave, Dieudonné c'est son public, donc vous verrez que c'est d'ailleurs son public. Il y a une tentative effectivement de Soral et Dieudonné de récupérer la vigueur antisémite des populations arabo-musulmanes, en particulier dans la jeunesse, à leur profit. Moi j'appelle ça la jonction et j'appelle ça un danger. C'est pas la jonction quand il y a 3 personnes d'un côté et quand il y a des milliers de l'autre. Ça c'est pas une jonction, ça. C'est une tentative de récupération, c'est pas la même chose. Dénoncer les deux dangers me paraît indispensable. Dénoncer les deux dangers, ça fait croire qu'ils sont à égalité. Et c'est faux. Juste une réponse à Georges-Marc Benamou qui dit Zemmour c'est une expression névrotique du décret Crémieux. Éric a besoin d'être accepté par les antisémites. Il est l'idiot utile au sens hegelien de l'extrême droite antisémite. C'est la même discussion. Vous savez, je vous fais très court. Quand j'ai connu Georges-Marc Benamou, il était patron du Globe. D'ailleurs, je faisais des piges pour lui et j'étais jamais payé. Et il soutenait SOS Racisme. Un des slogans de Benamou et d'SOS Racisme était « Qui touche un arabe, touche un juif ». 30 ans plus tard, les mêmes cassent du juif. Qui a été l'idiot utile de qui? Je pose la question à Georges-Marc Benamou. La féminisation, c'est aussi votre autre obsession. J'ai pas des obsessions. Je vous en prie. C'est là où on apprend que lorsqu'on regarde les valseuses, on est sous l'influence du marxisme et du féminisme et on voit hégémonie un ordre à la fois bourgeois et patriarcal. Que lorsque si on préfère pas les valseuses, non, pas les valseuses. Vous confondez. C'est votre phrase. Non. Les valseuses, je cite Foucault. Oui, je cite avec l'interdiction de la sanction, avec la transgression permanente comme art de vivre. C'est pas le féminisme, c'est le féminisme, vous confondez avec l'autre film qui est Vincent François Paul et les autres où je vois la mort du mâle blanc occidental. Exactement. Donc, écoutez, c'est pas parce que soyez gentils, essayez de sortir de ça. J'en appelle à vous. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à un film à l'époque sans avoir des obsessions?
Mais, Parce que obsession, ça veut dire obsessionnel, ça veut dire hôpital psychiatrique. Non, c'est la grande méthode communiste d'antan. Non. Je ne suis pas obsessionnel, j'essaye de réfléchir, si j'ai le droit. Mais vous avez tout à fait le droit. Bon. Et les évocations culturelles sur la culture française sont tout à fait intéressantes. Et c'est vrai. Merci. Simplement, il y a cette lecture qui est notamment sur la féminisation de la société que vous dénoncez. Vous l'avez fait ici sur ce plateau il y a quelques années sur les femmes et le football. Absolument. Et ça avait été très repris. Mais dans le fond... être une femme, c'est une sorte d'espèce inférieure. Mais arrêtez, victime de la passion, qui n'est pas un être de raison. C'est ce que vous dites, qui ne peut pas avoir une... C'est plus compliqué. Mais c'est plus compliqué à force de compliquer, c'est aussi une réalité. C'est ce que vous dites. J'explique qu'il y a depuis 40 ans une féminisation de la société, c'est-à-dire que les valeurs traditionnellement féminines deviennent des valeurs dominantes. C'est tout ce que je dis. Il y a beaucoup de femmes. Pour moi, c'est un mauvais signe. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'en plaignent. C'est pas homme contre femme. Il y a des hommes qui sont ravis de cette féminisation. Et il y a des femmes qui s'en désolent. Donc c'est plus compliqué que ça. Et il y a une féminisation de la société qui fait que les valeurs, si vous voulez, de douceur, de compromis, de conciliation. Moi, je peux considérer que ce ne sont pas des valeurs féminines. Ce sont des valeurs. Mais vous pouvez considérer tout ce que vous voulez, sauf que c'est des valeurs traditionnellement féminines. Oui, mais par exemple que vous dénonciez l'indifférenciation sexuelle, c'est intéressant et c'est important. La nécessité du rôle d'un père, de la règle, jouée d'ailleurs par un ou l'autre membre du couple. Mais ça c'est moderne. Non, c'est pas la question moderne, c'est la question qu'un enfant doit être élevé et avoir un certain nombre de références, et ça c'est compréhensible. Mais parler des femmes régulièrement comme ça, ça reste un mystère pour moi. Mais vous avez tort, parce que vous prenez en mal, sans jeu de mots, ce que je dis d'une évolution de la société que je ne suis pas le seul à constater. Je veux dire, la féminisation de la société, quand vous lisez Christopher Lasch, le grand sociologue américain, dès les années 70, il explique cette féminisation de la société, il explique que c'est un piège du capitalisme pour d'abord casser le patriarcat ouvrier qu'on met dans les usines, qu'on taylorise, puis qu'on pousse les hommes à être des consommateurs comme les femmes et à détruire la structure familiale patriarcale parce qu'il faut que le marché règne à la place du père. Il est obsessionnel lui aussi, il n'aime pas les femmes lui aussi. Ben non, vous voyez, c'est tout. La droite trahit la France au nom de la mondialisation, la gauche trahit la France au nom de la République. Qui sauvera la France? Je ne sais pas. Les Français. S'ils veulent enfin comprendre qu'on leur mène une guerre inexpiable, une guerre idéologique, une guerre politique, une guerre économique. Il faut que les Français se réveillent et comprennent qu'il faut qu'ils disent stop. Mais ça va être très difficile parce que, comme je l'explique dans le livre, depuis 92 et depuis Maastricht, on a débranché les tuyaux de la souveraineté populaire et nationale. Donc, ils s'expriment, ça ne sert à rien en vérité. Marine Le Pen serait la sauveuse? Mais il n'y a pas de... Je crois pas. Il n'y a pas de sauveuse, il n'y a pas de sauveur. Je veux dire, Marine Le Pen, elle défend des idées, très bien. Elle n'a pas encore une capacité à devenir majoritaire. Elle vient de très très loin. Donc, et voilà. Donc après, vous savez, je ne suis pas proche de l'un ou de l'autre. J'essaie de défendre mes idées. Et vous voyez que les gens s'y reconnaissent plutôt. Merci beaucoup, Éric Zemmour. C'est moi qui vous remercie. Merci, restez avec nous tout de suite. Le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face avec Valérie Toragnan, l'ancienne directrice de Elle, et Charles Consigny, l'écrivain. On va reparler notamment de la modulation des allocations familiales.